Au sommaire de ce journal, désormais un plan national de développement économique et social en Guinée. Le programme a été adopté ce mercredi dans l'hémicycle par la majorité des députés présents. Vous en aurez d'amples informations dans un instant. Et puis après son long silence à radio, le parti de Kassori Fofana signe son retour sur la scène politique. Le vice-président du GPT, reçu sur nos antennes, a abordé plusieurs sujets de l'actualité du pays, notamment la récente manifestation des Guinéens de Belgique. Merci de nous rejoindre sur Gangan TV. Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Guinée a désormais son plan national de développement économique et social. Ce programme a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sur les 77 députés présents dans l'hémicycle, seuls 25 ont voté contre. Ansebalbaldi. C'est le plan national de développement économique et social qui a le plus attiré l'attention des députés lors de cette plénière. C'est une initiative du ministère du Plan et de la Coopération internationale dont la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale a été saisie du programme. Un plan qui affiche des ambitions positives pour la Guinée. L'objectif global de ce plan, c'est donc d'opérer cette véritable transformation structurelle de notre économie pour en promouvoir une croissance forte et de qualité, c'est-à-dire une croissance dans la durée, ce qui permettra bien évidemment d'améliorer notre bien-être à tous et de positionner notre cher pays sur la trajectoire du développement durable et partant de l'émergence. Ce programme prévoit des résultats productifs pour un développement futur de la Guinée. De réduire l'indice de pauvreté de 55,2% en 2012 à 45% en 2020. Après les discussions, les présidents des différents groupes parlementaires ont donné des avis divers sur le plan élaboré. Si le camp du libéral-démocrate et celui de l'Alliance républicaine ont relevé des insuffisances, le RPG Arc-en-Ciel a lui soutenu le contenu du dit plan. La question qui se pose est de savoir s'il est réaliste d'espérer que les ressources nécessaires à la réalisation de ces actions pourront être disponibles au cours de ces 3 années qui restent. En d'autres termes, nous ne voyons pas le PNDS comme une loi plan à voter. Nous pensons plutôt que ça aurait pu être un document à approuver. Cela donnerait plus de flexibilité au programme national, au plan national de développement économique et social. Mettons les textes dans les contextes. Sinon, nous allons les rater. Je préfère être dans l'esprit du plan que dans la lettre du plan. La ministre concernée par le programme a essayé de convaincre les uns et les autres sur l'objectif que se fixe le plan national de développement économique et social à l'horizon 2020. La Guinée est à la croisée des chemins. Le monde entier nous regarde et nous dit « Vous avez tout ce qu'il faut pour être développé. On ne comprend pas pourquoi vous êtes à ce niveau-là. » Donc, à travers le plan, ce sont ces préoccupations-là qu'on a voulu revoir. Les députés du groupe parlementaire libéral-démocrate présents dans la salle ont voté contre le plan national de développement économique et social, sauf Mouktar Diallo, qui s'est quant à lui distingué en votant pour le PNDS. Le plan national de développement économique et social a donc été adopté ce mercredi, mais bien avant son adoption, il y a eu de sérieuses discussions entre les députés de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle. Comme vous pouvez l'imaginer, l'hémicycle a encore vibré au rythme d'une salle de classe. N'est-ce pas, Memouna Diallo? Tout a commencé quand Ousmane Gawal Diallo a posé la question sur la retraite du président de la République qui, selon lui, n'est pas inclus dans le plan national de développement économique et social soumis aux députés pour adoption à cette plénière. Ainsi, certains députés du parti présidentiel qui n'ont pas pu digérer ces propos du virevoltant Gawal se sont soulevés pour répliquer.
Un désordre total va régner dans la salle pendant un moment. Des discussions loin d'être amicales sont intervenues entre députés du RPG Arc-en-Ciel et du libéral démocrate. D'ailleurs, certains députés ne voulaient même plus revenir à des meilleurs sentiments. Ils ont voulu continuer la pagaille à l'image de cette députée de la mouvance. Au moment de cette toïboï, le député de Gawal qui a occasionné la cacophonie lui gardait un silence, comme si rien n'était. Silencieux dans le débat national ces derniers temps, le parti de Kassori Fofana a signé sa rentrée politique ce mercredi sur nos antennes. Le GPT avait librement choisi de garder le silence radio pour se consacrer au travail sur le terrain. C'est ce qu'a déclaré le vice-président de ce parti allié au RPG Arc-en-Ciel. Ce réseau a abordé plusieurs sujets d'actualité, notamment la récente manifestation des Guinéens de Belgique contre le chef de l'État. Manif au cours de laquelle Alpha Condé a été injurié par certains protestataires. Suivez la réaction du GPT, c'est un extrait de l'émission Café Débat. Le GPT est sans équivoque là-dessus. Nous condamnons cette façon de faire. Écoutez, il faut dissocier trois choses. La présidence de la République, qui est l'image et l'incarnation d'une nation à l'étranger. La personne du président de la République, qui est le professeur Alpha Condé, qui est à la fois un aîné à beaucoup de Guinéens, mais aussi un père de famille. Il ne faut pas enlever cette dimension humaine de la chose. Bien. Troisièmement, le contexte ne s'y prête pas. Il faut arrêter de croire que tout ce qu'on voit en Occident, on peut le transporter en Guinée ou on peut le transporter sur les Guinéens une fois à l'étranger. Ce qui s'est passé en Belgique doit être condamné. Je veux dire, on peut manifester, on peut dénoncer une situation, mais en aucun cas, on ne doit aller jusque là où ces gens-là ont été en Belgique. Ils ont franchi la ligne rouge. Le GPT condamne cette façon de faire. La présidence de la République guinéenne doit être respectée. Il incarne l'image de toute une nation. À l'étranger, il doit être respecté. Vous aurez l'intégralité de cette émission tout à l'heure à 21h30. Le ministre français des Affaires étrangères a entamé mardi une tournée africaine qui va le conduire dans quelques pays du continent. Après l'Algérie, Jean-Yves Le Drian est arrivé ce mercredi à Conakry. Le chef de la diplomatie française se rendra ensuite au Sénégal, puis en Mauritanie. Restons avec la France pour parler de ce projet de loi sur la moralisation de la vie publique. C'est le premier texte de loi présenté par le gouvernement Macron. Que dit cette loi portée par le ministre de la Justice François Bayrou? Suivez quelques éléments de réponse dans ce décryptage de nos confrères de France 3. Premier objectif, rendre la vie publique plus transparente. Les mesures touchent surtout le Parlement. Pour être candidat aux élections, il faudra désormais avoir un casier judiciaire vierge. Voter la loi et se faire payer pour des activités de conseil sera désormais beaucoup plus encadré. La réserve parlementaire, qui permet aux députés et aux sénateurs d'attribuer des subventions, sera supprimée. Ils ne pourront plus employer des membres de leur famille dans le cadre de leur activité à l'Assemblée. Le nouveau gouvernement veut aussi que la vie politique française respire plus. Un volet à venir de la loi limitera à 3 le nombre de mandats successifs. Il supprimera la Cour de la République, chargée de juger les ministres. Et les anciens présidents de la République ne siégeront plus au Conseil constitutionnel. Ce texte se veut symbolique d'un changement de période. C'est pourquoi il sera la première loi de l'ère Macron à être discutée au Parlement.
On vous le rappelle, c'est le ministre de la Justice qui est chargé de défendre ce projet de loi sur la moralisation de la vie publique en France. François Bayrou se veut donc moralisateur alors qu'il est lui-même plongé dans un scandale d'emploi fictif qu'on reproche à sa formation politique, le MoDem. Une enquête est ouverte sur ce parti qui a scellé une alliance avec la République en marche d'Emmanuel Macron. Le garde des Sceaux nie toute implication dans une affaire d'emploi fictif. Suivi. Voici des révélations embarrassantes qui pourraient bien fragiliser l'un des ministres clés du gouvernement. Dans la tourmente, le garde des Sceaux François Bayrou. Alors président du MoDem, il dispose d'une secrétaire particulière. Mais en 2010, cette dernière signe un avenant à son contrat et devient également l'assistante parlementaire de la députée européenne Marielle de Sarnez. La moitié, puis les 2/3 de sa rémunération auraient été réglés par le Parlement européen. C'est ce qu'affirme le Canard enchaîné. Et selon des proches de la secrétaire citée par l'hebdomadaire, elle n'aurait jamais travaillé pour l'Europe. Interrogé ce matin, François Bayrou nie tout emploi fictif. Il y a eu des mi-temps, des collaborateurs qui étaient à mi-temps ou à tiers de temps ou à 60% de leur temps, à temps partiel, travaillant, assistant avec des parlementaires européens et qui, pour l'autre mi-temps, avaient des responsabilités à l'intérieur de notre organisation. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour déterminer si le MoDem a salarié des employés en les faisant passer pour des assistants parlementaires. Enquête ultra sensible au vu de la fonction ministérielle occupée aujourd'hui par François Bayrou. On a un garde des Sceaux qui est responsable hiérarchique du parquet qui va enquêter sur le parti qui est le sien. Et donc tant qu'on n'aura pas coupé de façon formelle ce lien-là, on aura toujours cette idée du soupçon et d'intervention. Allié à Emmanuel Macron depuis février dernier, François Bayrou conteste toute irrégularité. Le garde des Sceaux se défend de tout interventionnisme de la chancellerie dans les enquêtes en cours. On termine avec ce impressionnant incendie qui a ravagé un immeuble de 27 étages à l'est de Londres. On est en Grande-Bretagne. C'est tard dans la nuit que les habitants de cette maison ont été surpris par des flammes spectaculaires. Le reportage que vous allez suivre tout à l'heure parle de 6 morts. Mais le bilan s'est finalement alourdi pour atteindre le cap de 12 victimes. Il est encore provisoire. Suivez. Des rescapés sous le choc à qui l'on prodigue les premiers soins. À quelques mètres de là, leur immeuble dévoré par les flammes. Des fenêtres du bâtiment, on aperçoit des habitants pris au piège. Depuis plusieurs heures, plus de 200 pompiers luttent contre l'incendie qui ravage cette tour de 27 étages dans le quartier de North Kensington, dans l'ouest de Londres. On a reçu beaucoup d'appels. Le premier à 0h54 du matin. En moins de 6 minutes, nos premiers effectifs étaient sur place. Il y avait de la fumée partout, partout. Des gens au rez-de-chaussée et des morceaux du bâtiment en feu qui tombaient. J'ai entendu des cris. C'est clair, les résidents des étages supérieurs dormaient encore lorsqu'ils ont été surpris par les flammes. Franchement, je suis pas sûr que la moitié d'entre eux aient pu s'échapper. Il y avait des enfants aux fenêtres, mais les pompiers ne pouvaient pas atteindre les étages du haut. Difficile en effet pour les pompiers de pénétrer à l'intérieur de l'édifice. L'incendie, dont on ne connaît pas encore l'origine, s'est propagé du 2e au 27e étage de cette tour HLM de 120 appartements. Les habitants d'une partie des bâtiments voisins ont eux aussi été évacués de crainte que l'immeuble ne s'effondre. Le quartier est bouclé. Moi j'ai entendu des gens qui criaient à l'aide. Ça venait du 20e, du 19e étage. Et puis plus rien, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On dénombre une 50aine de blessés. Quant au nombre de morts, les autorités n'ont pas caché qu'elles s'attendent à un carnage vu l'ampleur du sinistre. La police a aussi informé que les opérations de recherche s'annoncent complexes et risquent de prendre plusieurs jours. Voilà, mes téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout le plaisir a été pour moi de vous informer. Au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes.